Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo sondage. Un sondage assez long qui a mis un petit peu de temps à sortir à cause de petits problèmes de disponibilité, et je m'excuse à nouveau pour l'absence d'Hugo qui aurait bien voulu participer, mais il a eu quelques obligations dans sa vie réelle, hein. Vraiment, il fait chier, il pourrait pas faire comme moi, passer toutes ses journées chez lui et être chômeur. Merde. Donc voilà, il vous gratifiera de quelques commentaires quand même écrits pour les films qu'il a vus, je tiens à le préciser. Donc voilà, vous aurez quelques petits commentaires de sa part. Et donc, avant de commencer, j'ai quelques petites précisions à faire sur les règles précises pour faire cette liste. Alors, d'une part, j'ai totalement foutu à côté les films remake live action Disney, sachant qu'il y en a qui sont moyennement live action, puisque Le Roi Lion c'est pas trop du live action, parce que ce sera une liste à part. Non mais totalement, hein. Je ferai très certainement, sans trop de soucis, un sondage exprès centré sur ces films-là. Il y en a 18-19 pour l'instant, avec ce qui va sortir cette année, je pense qu'on peut aller encore plus loin même. Donc, restez sur vos gardes, ça risque de sortir à un moment donné ça. Ensuite, je n'ai compté qu'une cinquantaine de films, évidemment il y en a beaucoup plus que ça, mais ça a été décidé de façon impartial autour des suggestions que vous m'avez faites. Il y en a quoi, 45 de ces films dans cette liste et qui sont totalement décidés par vous dans la liste que vous avez faite. Et au moment du comptage, c'est-à-dire qu'il y a quelques semaines, hein, avant de lancer donc le sondage en question, j'ai comptabilisé tous les films qui avaient eu plus de 10 voix, de 10 votes parmi ce que vous m'avez proposé. Et c'est comme ça que j'ai eu la majorité des films. Et j'en ai rajouté quelques-uns pour faire un rappel aux Disney films que j'ai fait. Hein, et pour revenir un petit peu là-dessus et voir votre avis sur certains films. Et on a eu cette liste de 50, tout rond. La chose que j'aurais déploré, j'aurais peut-être pu compter le film Prince of Persia. Parce que bon, je peux en parler de ce film-là, contrairement à une partie de ceux de cette liste. Il y a certains films de cette liste que j'ai pas vus, vous m'excuserez, hein. J'en ai rattrapé un, histoire de dire, mais je les ai pas tous vus, quoi. Il y a certains films que j'ai pas vus, mais Prince of Persia, je l'ai vu. Le truc, c'est qu'il a pas eu beaucoup de votes au moment où j'ai comptabilisé les points. Et ouais, je me suis dit, ok, il y a beaucoup de films qui sont de cette période-là, c'est un en moins, c'est pas grave. Mais je tiens quand même à dire que c'est un film sur lequel j'aurais été assez gentil, parce que c'est plutôt efficace, l'action est bonne, les personnages sont bien joués, ont une personnalité assez notable, le scénario est très classique mais passe. C'est un bon film, c'est une adaptation qui fait partie du haut du panier, quand on prend en compte les adaptations de jeux vidéo, je tiens à le préciser, voilà, c'est un bon film. Bon, maintenant que c'est dit, je pense avoir fait le tour, on verra ça un petit peu au fur et à mesure. Vous étiez 294 à voter. C'est pas mal. Et on démarre cette liste en commençant par les films solo, avec le plus vieux film live-action Disney jamais fait, semble-t-il, où ça peut porter à débat. Il y a Mélodie du Sud qui est là aussi, j'ai essayé de le voir, j'ai pas regardé, donc voilà, c'est un des plus anciens films live-action Disney, L'île au trésor de 1950, et oui, j'ai vu ce film pour faire la comparaison avec La planète au trésor, voir un petit peu ce qui a été fait avant et maintenant, et c'est un film qui a pris un coup de vieux, hein, je vais pas le nier, ça a pris un coup de vieux, c'est cool à certains moments, les acteurs s'en sortent bien, et le récit en soi est bon, mais j'irais pas qualifier ça les plus grands films qui soient, mais pour l'époque, je suis sûr que c'était extraordinaire. D'être allé aussi loin, et on a su bien caractériser les personnages, une bonne partie d'entre eux en tout cas. Je trouve qu'il y a pas mal de mises en scène qui sont un peu grossières, de moments un petit peu trop kitsch, dirait-on, pour vraiment m'agripper là-dedans, mais ça se regarde, c'est bien. Ensuite, un film dont on n'arrête pas de me rabâcher. Je crois que vous avez été influencé par la critique d'Oncle Buck, où il y a quelqu'un d'autre qui a fait une critique de 20 000 dieux sous les mers qui a remis ça sur le tapis, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on parle à ce point de ce film. Je parlais aussi du nombre de votes un petit peu plus tard, parce que il y a un truc qui me gêne un petit peu, mais on verra ça plus tard. Bref, vous avez été assez nombreux et vous semblez bien l'apprécier, à peu près 13 en moyenne. Pas vu.
Voilà, je vous cache pas, ce genre de vieux film vraiment qui est de l'époque, c'est pas quelque chose lequel je me rue, quoi. Mais ça veut pas dire une seconde que c'est foncièrement mauvais ou quoi que ce soit. Vu comment vous avez réagi, je suis prêt à parier qu'il ait réussi ce film. Donc j'ai pas grand chose à dire. Voilà. Je peux pas vraiment prononcer. Sans doute que je préférais un film tiré d'un roman de Jules Verne avec des effets qui sont plus actuels. Voilà, un peu plus modernes personnellement. Ensuite, donc L'Apprenti Sorcière qui a 206 votes et donc une moyenne d'à peu près 11. Ça me surprend pas. Honnêtement, le nombre de votes là aussi, j'en parlerai. J'en parlerai quand on tombera sur plus tard. Ouais, je me suis étendu sur ce film dans une critique, donc je ne vais pas non plus m'étendre beaucoup trop en plus. Je peux comprendre qu'on voit un certain charme là-dedans. Personnellement, ça essaye trop d'être une Mary Poppins bis dans le ton, avec une base d'histoire qui s'y prête beaucoup moins. Parce que voilà, les motivations sont pas les mêmes, les relations sont pas tout à fait les mêmes. Mais on essaye de faire le même ton que Mary Poppins et je trouve que ça se casse la figure, personnellement. Ouais, enfin, voilà, hein, pour faire ça vite. Ensuite, Peter et Elliot le dragon, 246 votes, et j'ai bien précisé que c'était le film original de 77, hein, avec le dragon animé. Un film qui m'a laissé de marbre. En fait, je crois pas l'avoir fini, en fait. Le ton était beaucoup trop décalé par rapport aux enjeux qu'on essayait de mettre en place. Ce qui fait que, ouais, j'arrivais à me marrer de temps en temps, mais j'arrivais pas à être pris dans l'histoire, dans le scénario. Tellement le personnage en faisait des caisses, en fait. C'est un film qui repose trop sur ses délires de personnages, surtout par rapport aux méchants, qu'on met trop en avant par rapport à ce qui est censé être l'intrigue centrale. Ce qui fait que, voilà, je n'ai pas grand chose à en dire personnellement. Je crois pas que je l'ai noté tellement il m'a. Je suis pas allé jusqu'au bout en fait, donc ce serait pas juste de ma part de le noter, mais. Ouais, c'est pas trop mon truc quoi. Mais vous semblez trouver ça juste correct. Aussi, je peux comprendre qu'on voit un certain charme là-dedans, hein, une fois de plus. Après, nous avons 4 passés pour un Danois. Il passait de justesse celui-là, et vraiment de justesse. Je l'ai compté parce que moi aussi, c'est un film que j'ai suivi quand j'étais petit. Je pense que tous les gens qui ont à peu près mon âge, qui sont de ma génération, ont suivi la télé parce qu'on n'avait pas le choix à l'époque, hein, il n'y avait pas internet. Ça faisait partie de ces films qui passaient régulièrement sur TF1 ou M6, je ne sais plus exactement quelle chaîne. Et ouais, j'ai regardé ce film plusieurs fois quand j'étais jeune. Pas dernièrement, je ne vous cache pas, mais j'en ai un souvenir assez sympathique. Voilà, c'était très con sur certains points et j'ai toujours eu un problème avec la fameuse scène où les 4 bassés faisaient le bordel dans la maison et c'était le Danois qui était accusé. Je trouvais ça très con et puis ça apportait rien, sincèrement. Mais il y avait des moments suffisamment drôles, l'acteur principal je l'aime bien, vraiment, et ouais, je trouve que l'entraînement des animaux, les animaux faisaient bien passer ça, surtout notre fameux Danois. Après, donc, on commence un gros morceau qui veut la peau de Roger Rabbit, qui est adoré par ceux qui ont voté, il est même très bien voté, 255 votes, hein, l'un des plus votés de cette liste, et j'en ai déjà parlé à quelques reprises. Je trouve pas une seule seconde que ce film est mauvais, je trouve que, au-delà de l'aspect hommage au cartoon, en tout genre, c'est pas une histoire qui décolle très haut. À quel moment il y a un développement qui est censé être sensationnel autour de nos personnages, autour de l'histoire, la révélation du grand méchant, sincèrement, tous les personnages et la plupart des développements m'ont paru assez anecdotiques en fait. Et on passait surtout du temps à mettre en avant comme quoi on avait créé ce monde avec ces toons qui cohabitent avec des humains et techniquement je reconnais que c'est cool. Je trouve pas que les toons soient représentés avec la plus grande des inspirations qui soient à titre personnel, surtout si on veut les incruster dans l'intrigue du film, sincèrement. J'en ai déjà parlé dans ma critique des mondes de Ralph, si vous voulez savoir ça. Ce qui fait que c'est un film qui suit pour moi sans plus. Hein, je peux comprendre une fois de plus qu'on soit pris dans la technique qui est utilisée là-dedans. Personnellement, je sais pas, j'ai jamais arrivé à accrocher
extraordinairement au personnage, à l'intrigue. Le concept de la trempette, très cool en soi. Je trouve pas qu'on l'emploie de la façon la plus satisfaisante qui soit. Ça va, mais c'est pas le plus satisfaisant qui soit au monde. Et je sais pas. Pour moi, ça manque un peu trop de développement vraiment saisissant et appuyé pour être extraordinaire à titre personnel. Mais si vous adorez ça pour l'univers que ça crée et cet hommage au monde du cartoon avec tous ces grands noms qui sont ensemble, je peux comprendre que le concept soit super cool à imaginer. Le concept ne suffit pas à rendre l'intrigue centrale extraordinaire. Pas pour moi, pas personnellement. Hocus Pocus, j'ai vu ce film une fois. Je me suis fait chier, je le trouvais pas intéressant, je trouvais les sorcières juste ridicules, pas drôles, ridicules. C'est tout ce qu'elle était, ridicule, et puis tout le problème de notre héros central qui est pris là-dedans, je le trouvais pas ultra charismatique, ça m'a pas marqué du tout en fait. Et à part certains délires qui pouvaient faire un tout petit peu rire, au bout du compte, je me trouvais avec des méchantes ridicules, un héros central très oubliable. Je ne veux pas regarder grand chose moi de ce film. C'est la raison pour laquelle j'ai pas particulièrement envie de m'attarder là-dessus. On n'arrête pas de me demander mon avis là-dessus. Je sais pas, à plusieurs reprises j'ai eu des gens qui me demandaient Ah, tu pourrais parler d'Hocus Pocus, mais voilà ce que j'en pense. Ça m'est passé par-dessus la tête ce truc. Je m'en fous réellement de ce que ça raconte. Vraiment. Voilà. Ah, ça vous a fait plaisir, je pense. Ensuite, l'incroyable voyage que j'ai critiqué. Ça me surprend pas qu'il ait une note de ce genre-là. C'est pas loin de la mienne. Je vois les problèmes, je trouve que c'est un film qui aurait pu être mieux fait dans sa narration, il y a des moments qui sont un peu trop grossiers, mais l'approche, la façon dont on montre ces animaux, comment ils interagissent, quelque chose de très naturel, de très bien fichu, qui rend ce film assez notable. Et j'ai pas compté la suite parce que je l'ai pas vu et que ouais, la plupart des gens s'en foutent quoi. C'est juste quelques personnes qui ont dit ah oui je me souviens de ce film mais la plupart des gens s'en tapent royalement de la suite. J'ai pas compté tout, hein. Il y a d'autres suites que je compte pas, hein. Faut pas exagérer, hein. On verra ça dans pas longtemps. Mais ouais, ce film, c'est un bon souvenir d'enfance pour moi, qui est encore un peu solide maintenant, pas le plus grand qu'il soit, mais qui passe bien. Ensuite, alors là, ça va être la grande surprise pour moi, Rasta Rocket, pas pour sa note. Sa note, je la comprends, ouais, j'y me plaît beaucoup ce film, je lui mettrais 14 personnellement, donc c'est à peu près au même que moi, mais c'est juste, je crois, il me semble, le film le plus voté de cette liste. Avec 261 votes. Rasta Rocket. Un bon film de sport typique des années 90, c'est celui-là que vous connaissez le plus. Bon, en fait, je me fourvoie, c'est le deuxième que vous connaissez le plus, mais quand même, quoi. Je sais que c'est un film dont on entend parler régulièrement, je m'attendais à ce qu'il soit parmi les plus votés, mais pas le deuxième le plus voté. Genre, il n'y a que 34 personnes dans l'eau qui connaissent pas ce film, et tout le monde voulait en parler, voter, et tout. Wow. C'est étonnant, c'est étonnant. Alors, c'est pas forcément le premier film que je me visualise comme étant parmi les plus connus qui soient, personnellement. Mais je reviendrai sur le principe du nombre de votes des films, parce que j'ai des trucs à dire. En tout cas, voilà, c'est un film très fun pour la formule que ça reprend. Les personnages sont attachants dans leur façon d'être pris dans ce défi qu'ils relèvent pour se prouver, et les ficelles typiques de films de sport sont totalement présentes, mais j'avoue que dans ce contexte-là, du bobsleigh, ça arrive à être particulièrement plus impactant que des tas d'autres films. Comme, je sais pas, comment ça s'appelait cette merde, les joueurs de l'exploit, ou un truc comme ça, sur une équipe de hockey. J'ai essayé de regarder un petit peu, ça m'a pas marqué. Par contre, Rasta Rocket, ça m'a totalement marqué ça. Ça vaut quelque chose pour ça, pour arriver à faire ressentir quelque chose de notable, de mémorable à ce point, je ne m'attendais pas, mais de mémorable à partir d'une formule très typique des années 90 de films de sport. C'est quelque chose, hein, ça vaut quelque chose, je peux comprendre l'adresse qu'on a envers ce film, hein, il est sympathique. Ensuite, nous avons Georges de la Jungle. Premier du nom, je ne l'ai pas compté le deuxième parce qu'il est beaucoup moins connu, et c'est pas les mêmes acteurs et tout. Voilà. Il est plutôt fun dans mes souvenirs, ça fait un moment que je l'ai pas vu, je vous cache pas.
il passait pas mal. J'aimais bien certaines réactions des personnages, le ton assez... le ton très en demi-teinte, très second degré de la narration, de son singe de compagnie, tout ça, tout ça. Il y avait un décalage qui faisait son effet, honnêtement. Même s'il y avait des trucs un peu cons. Hein. Je peux comprendre qu'on trouve ça stupide seulement, parce que c'est pas non plus le plus grand humour qui soit, mais le décalage qu'on essayait de créer, ça a su marcher, en tout cas quand j'étais ado. Si je me le revoyais maintenant, peut-être que je le verrais un peu moins bien. C'est pas impossible, hein, faut pas se leurrer, mais de mes souvenirs, de ce que j'en ai vu ce film 2 fois quand même, il était sympatoche. Et là qui va là, Inspecteur Gadget. Ce film était pas génial. Je suis d'accord avec vous, il cassait pas la baraque, hein, il était gamin, Non, même quand je l'ai vu la première fois, j'avais genre 13-14 ans, il me semble. Je devais avoir 13 ans quand j'ai vu la première fois. Il y avait des trucs qui me faisaient un peu marrer dans certains délires, mais je voyais tout de suite que les acteurs cabotinaient de façon ridicule et que c'était écrit avec le cul, énormément de développement écrit avec le cul. Hein, c'était vraiment pas fameux, hein, vraiment pas fameux. Il y avait quelques bonnes idées ici et là, mais malheureusement, pas extra. Et ça collait très moyennement aussi à l'univers du cartoon. Parce que dans l'univers du cartoon, l'inspecteur Gadget est à l'ouest, mais pas de cette façon-là. C'est pas un ahuri fini, peint de cette façon-là. Pas tout à fait en tout cas. Et surtout, Sophie avait un rôle plus notable, plus majeur. C'est elle qui résolvait tout. Elle ne servait pas à faire figuration, Sophie, merde. Donc ouais, ce genre de choses m'embête un petit peu, je vous cache pas. C'est pas une bonne adaptation. Je vais pas compter la suite une fois de plus parce que beaucoup de moins de gens l'ont vu et... Ouais, je l'ai pas vu non plus, j'aurais rien à dire. Le Manoir Hanté et les 999 fantômes avec Eddie Murphy et... Je vais dire un truc... C'est un film que j'ai considéré dans mon top 15 perso des films que tout le monde déteste sauf moi. Parce que je trouve sincèrement que ça passe. Je dis pas une seule seconde qu'il est extraordinaire, mais très correct dans l'approche. Vous savez, l'approche de mettre en avant Eddie Murphy, un acteur qui est très dans la comédie, avec un concept assez horrifique d'une maison hantée et comment il se prend là-dedans. Et oui, il y a des clichés sur le père de famille absent, ce genre de conneries qui sont gavants, et c'est pas mis en scène de la façon la plus sensationnelle qui soit, mais je trouvais que le contraste entre ce personnage très léger et l'horreur qui survenait était cool. On avait déjà fait ça avec un autre film, je me souviens plus, merde. Il rencontre un petit gamin moine et qui doit empêcher un démon de le posséder ou une connerie comme ça. Je me souviens plus, ça fait des lustres. Je me souviens qu'il m'a plu ce film d'ailleurs en plaçage. Donc voilà, c'est... L'idée, l'approche n'était pas mauvaise et je trouve qu'à plusieurs moments ça passe très correctement. C'est pas un film affreux pour moi, il vaut le petit coup d'œil rapidement. Après donc, nous avons le film le plus voté cette fois, et je ne me trompe plus ce coup-ci, c'est Il était une fois, de 170 votes, ce qui est un peu surprenant, hein, moins que Rasta Rocket, parce que voilà, j'en ai parlé en Disneyphile, et c'est un film qui fait un peu son comeback dans l'esprit des gens. À partir des années 2000, on commence vraiment à se souvenir des films et on en parle plus, quoi. Je parle vraiment du grand public, de ceux qui en parlent sur internet, tout ça, tout ça. Et ouais, je comprends qu'il y ait... Je trouve ça un peu étonnant par rapport à d'autres. J'y reviendrai dans pas longtemps à nouveau, hein. Mais ouais, c'est pas le plus étonnant. En tout cas, bon, une très bonne note, un peu excessive même, je trouve quand même qu'on a tendance à sauter quelques défauts inhérents qui sont pas négligeables, mais... Ben, je comprends le truc, j'ai fait toute une critique là-dessus, hein, vous savez ce que j'en pense. Après, Sky High, l'école fantastique. Alors, j'ai vu ça une fois. Je suis même pas sûr si c'est un film Disney Channel ou un film vraiment sorti au ciné. Et j'en garde un bon souvenir. Il y a quelques moments entre notre héros central, donc qui se rend à une école pour futurs héros, parce que je dis ça parce qu'il n'y a pas grand monde qui a vu ce film à 87 votes, c'est l'un des moins votés du lot. Voilà, c'est quelqu'un qui sait pas encore ses pouvoirs alors que c'est le fils de 2 super-héros, il va à une école de super-héros, c'est My Hero Academy avant l'heure, et il sait pas exactement où sont ses pouvoirs.
Et au début, c'est plutôt cool. Je trouve qu'il y a un moment que j'ai trouvé assez naze où il prend la grosse tête à un moment donné lorsqu'il finit par se découvrir un pouvoir. Mais globalement, la menace qu'on met en place, elle est relativement solide. Les personnages sont pas désagréables. Le concept pour l'époque était plutôt frais. Maintenant, ça commence à devenir beaucoup moins frais, mais pour l'époque, il était plutôt frais et il s'est rendu acceptablement. C'est un bon petit film qui se regarde comme ça. Pas un des plus grands qui soit, mais il vaut un peu le coup. Ensuite, nous avons donc un film totalement Disney Channel, ce coup-ci, hein, là j'en suis sûr, c'est Les Sorciers de Waverly Place, le film. Alors, je n'ai pas vu ce film, je m'en fous royalement, hein, alors si vous dites qu'il est bien, correct, je veux bien vous croire. C'est juste un truc pour appuyer que, voilà, je n'ai compté aucun film Disney Channel parce que c'est le seul déjà à avoir dépassé la barre des 10 votes. Une fois de plus, il fallait au moins 10 voix pour compter ça. Et ouais, j'espère qu'il n'est pas trop parce que j'ai rien à dire dessus, à part le fait que je suis pas ces films-là. D'une part parce que pour la plupart d'entre eux, il faut avoir suivi une série de base pour rentrer dans l'ambiance. Et puis, il y a l'ambiance très ado Disney Channel que j'ai du mal à... que j'ai un peu de mal à accepter. Vraiment, j'ai du mal à rentrer dedans. Il y a quelques films qui se démarquent où j'arrive un tout petit peu à supporter ça, mais j'ai essayé un petit peu certaines de ces séries, certains de ces films en coup de vent, et au bout de 5-10 minutes, je voyais le ton très ado-light, si j'ose dire, ado très léger, et je me dis... pas mon truc, hein, vraiment pas mon truc. Hein, j'ai essayé un petit peu les séries et tout, ça m'est vite passé par-dessus la tête, j'en avais rien à secouer, et j'ai pas envie d'une seule seconde de regarder ce film. Hein, et je m'attendais d'ailleurs au passage, quitte à faire un film sur, sur Disney Channel, que ce soit genre La vie de croisière de Zack et Cody ou une connerie comme ça. C'est pas le premier que je me serais vu, mais bon, ok, c'est celui-là que vous avez choisi. Pourquoi pas. J'ai rien à dire. Vraiment. C'est juste pour dire qu'il n'y aura pas une liste de films Disney Channel, un de ces quatre, ou voter parce que j'aurai rien à dire du tout dessus. Hein, il y en a quelques-uns plus tard qui sont un peu plus spécifiques, ce sont des trilogies à part, vous savez de quoi je parle, mais voilà, ce film-là, je n'ai rien à dire dessus, parce que le ton majoritaire de Disney Channel, je m'en bats les couilles. Que ce soit clair. Ensuite, Le Secret de Terabithia. J'en ai donc fait toute une critique. Voilà, vous êtes un peu plus généreux que moi, je peux comprendre. Personnellement, comme je l'ai dit, je trouve que si ça avait embrassé totalement le côté plus drame familial, drame de la virée, sans en faire des caisses dans la mise en scène, sur wow, c'est trop génial de faire de la balançoire, ce genre de conneries. Si on avait évité les conneries trop fantasques gratuites et qu'on avait essayé vraiment de mettre en place quelque chose de plus concret, et pas des réactions ultra exagérées dans certains cas. Ça aurait pu être cool, mais tel quel, ça en fait beaucoup trop des caisses dans le fantasque pour avoir un poids très fort dans ce que ça essaie de raconter. Même si ce que ça essaie de raconter, ça a de très bonnes ambitions. Et je peux comprendre qu'on soit pris par ça. Je respecte les ambitions de ce film. Seulement, il y a des ambitions et comment on les exécute. Et je ne trouve pas que ce soit bien exécuté, ces ambitions. Hein. La majorité du temps. Voilà, c'est pour dire rapidement. Après, nous avons John Carter qui a eu à peine plus de 100 votes et 12,34. Un film très sympa. Voilà, pas que j'irais qualifier d'un des plus grands qui soit, mais très sympathique, et qui n'a pas eu un succès énorme, alors qu'il aurait mérité d'être plus connu que d'autres, en tout cas largement plus connu que certains films live-action récents. Et c'est un peu comme Prince of Persia, le film pour moi, c'est-à-dire une bonne aventure assez classique dans pas mal de ses déroulés. Le fait que notre héros se retrouve sur Mars et devienne un héros puissant grâce à la gravité qui change. C'est pas trop ça la science, mais bon, hein, c'est pas un film qui se targue d'être scientifique. c'est assez cool, une fois qu'on met ça en place, c'est ultra typique, mais c'est en étant classique, ça fait quand même bien le café avec la bonne mise en scène, des acteurs qui sont solides, vraiment, et j'ai bien apprécié, ça vaut le coup. Je peux pas en dire autant pour Lone Ranger qui vient juste après. Oui, sincèrement, j'ai du mal. J'ai un petit peu de mal à rentrer dedans. Parce que ça part trop dans des délires faciles. Et je crois que c'est le film
où j'ai commencé à en avoir ras le cul du délire de Johnny Depp. C'est toujours le même type de gimmick qui nous balance et autant dans d'autres films je pouvais comprendre que son personnage puisse être comme ça, autant là on parle d'un Indien qui n'a absolument rien à dire à part les peintures faciales qu'on lui donne, donc déjà c'est totalement inapproprié. Vous aviez aucun acteur indien pour jouer un rôle d'Indien, quoi. Vous étiez obligé de prendre Johnny Depp. Je veux dire, je suis pas du genre à aller gueuler sur le whitewashing à tout va. Il y a des fois, je peux comprendre qu'on prenne une personne qui ne représente pas une certaine minorité pour faire tel ou tel truc dans un cadre un peu plus fantastique, fantaisiste. Je sais pas trop, c'est pas trop le problème, mais dans un cadre où on essaie quand même de dépeindre vraiment une population de façon claire, qu'on ne prenne même pas un acteur qui ait quoi que ce soit à voir avec ça, je trouve ça ridicule. Par exemple, qu'on prenne Navin Andrews, donc un Britannique, ce me semble. Reprenez-moi si je me trompe. Navin Andrews pour jouer un Arabe, et ben il a un peu le teint qui correspond à ça. Donc tu te dis, ok, c'est crédible. Il vient peut-être pas techniquement d'un pays arabe, mais il donne bien le change. Johnny Depp, la seule raison pour laquelle il donnerait le change, c'est qu'on lui a peinturluré tout le visage. Mais même avec ça, il est pas crédible du tout. Et c'est juste pour mettre Johnny Depp qui fait son Johnny Depp. Hein. J'insiste sur lui, mais il n'y a pas que lui qui me gêne. Hein. Il y a énormément de gags qui faisaient beaucoup trop grossier et bas de plafond. Le coup des crottes de cheval, par exemple, hein, si vous vous souvenez de cette scène. Et tout ce quatrième acte forcé, mon Dieu, sortez-moi ça! Sérieusement, c'était laborieux la narration, ça se forçait les développements. J'arrivais pas à être pris dans la psyché des personnages, c'était un film assez saoulant. Pas le pire qui soit, j'irais pas dire que c'est affreux, parce que ça essaie quand même de faire de la bonne action, et il y a quelques dialogues qui passent bien, mais clairement pas fameux. Je trouve ça abusé qu'il ait une note aussi élevée, surtout comparé à John Carter juste avant, qui est quand même largement mieux que ça pour moi, John Carter. Enfin bref, ensuite, Into the Wood, promenons-nous dans les bois, c'est le film que j'ai rattrapé parce que je pensais qu'on voudrait mon avis en particulier sur certains films. Et celui-ci m'a paru l'un des plus évidents et apparemment non puisque vous ne connaissez pas des masses. Super, donc je me suis farci ce film qui m'a pas particulièrement plu. Pour rien, presque. Ah bon, je vais pouvoir dire des trucs dessus, hein. C'était laborieux. Laborieux d'une force, la façon dont vous essayez de mélanger tous ces contes qui s'entrecroisent n'importe comment pour essayer de faire un truc qui essaye de se coller, mais même pas, ça s'y arrive à peine. Et vu l'importance de la plupart des trucs, ça part du principe qu'on connaît quand même pas mal les bases des contes qu'on nous raconte. Hein. Donc il y a Jacques et le haricot magique, Cendrillon, Réponse, le petit chaperon rouge, et le dernier, je sais pas exactement ce que c'est, avec deux boulangers qui veulent un enfant. Je sens sans doute que ça vient d'un conte, je ne connais pas celui-là. Donc mes excuses. Voilà, il y a ces 5 contes qui s'entremêlent, et à part pour les deux boulangers, on fait une espèce de résumé rapide de tous les événements. Parce que ça part du principe que le spectateur connaît ses contes et qu'on en a rien à foutre de faire les détails, quoi. On vous montre seulement des petits moments qui s'entrecroisent, histoire d'amener n'importe comment à la va-vite notre scénario. C'était ça les 1h20. Si c'était pour faire ça, j'ai envie de dire, résumez-moi ces 1h20 en 5 minutes. Vous connaissez le conte, voilà ce qui se passe, blablabla, et faites-moi tout de suite le heureux pour toujours, qui n'en est pas vraiment un. Parce que voilà, au bout d'1h20, tu crois que tout est réglé, tout le monde est heureux, mais il y a les conséquences de l'acte d'un des personnages qui résultent de tout ce qu'ils ont fait entre eux, et à partir de là, on va totalement subvertir le principe de ces fins heureuses, comme quoi au bout du compte ça se finit pas si bien que ça, comme quoi ça n'a pas été si génial que ça, surtout au vu des circonstances, des conséquences, et nos personnages vont se séparer, il va y avoir des développements complètement grossiers avec le prince et la boulangère par exemple. C'était n'importe quoi, vraiment. Tout ça pour, au bout du compte, une narration laborieuse où ça prend jamais le temps.
Parce que la fin, ça dure 35-40 minutes, et ça va tellement vite, il y a tellement de trucs qui sont laissés en suspens, où on nous balance un personnage en disant voilà, il s'est barré, on n'en a plus rien à foutre de lui. C'était naze. Peut-être que si on prenait le temps de mettre ça en place sur plusieurs heures, hein, c'est-à-dire genre 3-4 heures, ça pourrait marcher. Il me semble que c'est une comédie musicale à la base de Broadway. Peut-être que ça passe mieux en termes de comédie musicale de Broadway, mais en tant que film de 2 heures où on essaie de fourrer autant de trucs, ça fait rusher, ça fait pas bien. La seule chose qui sauve un peu ça, c'est les acteurs qui se débrouillent et les chansons qui sont sympas une fois sur deux. Et ça suffit pas. Ça suffit pas à rendre ça bien, pour moi. C'est un gros bordel, mal géré ce film, et je regrette de l'avoir découvert. Hein. Surtout que je risque pas d'en faire une critique. Hein. Bref, on poursuit par mon préféré du lot à la poursuite de demain, qui a pas une des meilleures notes. Je suis déçu. Mais je comprends, je vois les problèmes qu'ont les gens avec, hein, qu'on comprenne bien. Hein, je dis pas une seule seconde que c'est un film qui n'a rien à se reprocher. Je trouverai un moyen de faire une critique détaillée de ce film, de ce que j'en pense, un peu plus que ce que j'ai dit dans mon top 15 des films non animés, au titre personnel. Ouais, c'est un film que j'adore énormément pour son message, son thème, ses personnages. Sincèrement, une fois de plus, le robot Athéna, je trouve ça nickel, la façon dont il est géré et joué. Il y a beaucoup de choses que j'adore là-dedans. Hugh Laurie, c'est son dernier grand rôle. Il me manque un peu, Hugh Laurie. J'adorerais le revoir dans un grand rôle. Mais non. Ah, parce que Féodor Atkins, j'ai un peu peur depuis quelques temps. On perd pas mal de grands comédiens de doublage. J'ai un peu peur qu'il puisse pas tenir pour le prochain rôle d'Hugh Laurie. Si jamais Hugh Laurie refait un grand rôle d'un de ces quatre. Mais bon, voilà, c'est un film que j'adore, vous savez pourquoi, un petit peu, et sans doute que j'essaierai de trouver une excuse pour faire une vidéo détaillée là-dessus, un de ces quatre. Après, nous avons Le Monde Fantastique d'Oz, qui est plutôt bien noté, relativement connu, j'en ai pas grand-chose à en dire. Oz, c'est toute une franchise, c'est même pas super simple de commencer déjà, parce qu'il me semble que le premier film des années 30, Le Magicien d'Oz, ou 40, je sais plus, et pas de Disney, mais qui a eu une suite, Retour à Oz, ou Oz, un monde merveilleux, une connerie comme ça, je sais plus exactement comment ça a été formulé en français, qui est produit par Disney, par contre, sur ce film-là, ouais, ça s'arrête pas de changer, donc... Voilà, cette espèce de préquel, ce me semble, a été faite par Disney il y a un peu moins d'une dizaine d'années, et je ne l'ai pas vu. Je m'en fous royalement des origines de la méchante sorcière. Je m'en fous de l'univers d'Oz, je suis désolé. Donc j'ai vu aucun de ces films, et celui-là me donne pas particulièrement plus envie que d'autres. Après, dans le même ordre d'idée, Casse-Noisette et les 4 royaumes. Alors, ça m'a surpris, je vous cache pas. Je pense que la seule raison pour laquelle ça a été gardé, c'est que le film est récent. Mais c'est un film qui a fait un peu un flop à sa sortie, et il a pas fait beaucoup parler de lui. Pourtant, ça a eu suffisamment de voix pour être compté dans cette liste. Je l'ai pas vu. Je n'ai rien à dire de précis là-dessus, à part que je l'ai pas vu. Bon, on a fini tout ce qui est film indépendant, et on va commencer à traiter tout ce qui est série de films, tout ce qui est saga d'au moins 2 films, en démarrant par Mary Poppins, qui a moins de voix que l'apprentie sorcière. L'apprentie sorcière a plus de 200 voix, Mary Poppins en a moins. Je pige pas. Je pige vraiment pas, c'est là que je vais enfin parler du fameux truc. Et je ne pige pas le délire sur le nombre de votes, en fait. C'est si compliqué que ça vous prend tellement de temps que ça de mettre une note sur un film. Je veux dire, je peux comprendre qu'on ait du mal, par exemple, à classer des couples, des personnages, tout ça. C'est pas forcément évident, et qu'on s'arrête au bout d'un moment parce qu'il y en a trop à digérer. Je peux saisir. Mais pourquoi on s'arrêterait à mi-chemin lors du premier vote, alors qu'il y a tellement de noms assez reconnaissables? Je veux dire, c'est facile d'en sauter quelques-uns et de faire gaffe aux noms qui vous parlent.
Parce que Mary Poppins, vous ne me ferez pas croire une seule seconde qu'il existe un échantillon test qui est plus vu apprenti sorcière que ce film-là, merde. Sérieusement. Sérieusement. Et c'est encore pire après parce que les Pirates des Caraïbes auront moins de 200 voix. Il n'y a aucun film Pirates des Caraïbes qui dépassera les 200 voix. Vous, dans la logique des résultats, vous connaissez davantage l'apprenti sorcière que les films Pirates des Caraïbes. Je pige pas. Je ne pige pas. Vraiment. Le comptage de voix est bizarre. Alors peut-être que c'est Hugo qui a mal fait les comptes, j'y crois pas trop, hein. Ça vient directement, il me semble qu'il dit directement les résultats, donc ça me surprendrait. Ce qui fait que je pige pas. Voilà, je suis particulièrement surpris. Particulièrement. En tout cas, ouais, la note en soi, elle est totalement prévisible. C'est un film que beaucoup de gens adorent, blablabla. C'est un film de l'enfance, nostalgie qui parle, tout ça. Je ne l'ai pas noté beaucoup moins que ça, donc je comprends bien. Il faut pas être trop piégé par sa nostalgie, mais c'est un film qui est efficace sur de nombreux points et qui mérite qu'on s'en souvienne encore aujourd'hui. En tant que classique, c'est sûr. Bon, après, dans la suite, nous avons eu les 2 films dérivés de ça. Tout d'abord, la suite, qui a eu un accueil moins chaleureux. Hein, je comprends un peu pourquoi. Je vois les problèmes qu'on a avec ce film, vraiment, une fois de plus. Pour moi, ça passait bien. Il y avait beaucoup de reprises qui étaient très bonnes et on sentait l'approche artistique derrière. Contrairement à d'autres fois où c'était juste pour attirer les gens et en faisant exactement la même chose. Je trouve pas que ce soit la même approche. Ça m'a pas renvoyé ça en tout cas, le retour de Mary Poppins. Ouais, je me suis penché là-dessus, sur Mary Poppins 1 et 2, je vais pas en dire plus. Dans l'ombre de Marie, plutôt bien considéré, une bonne note, hein, de plus de 14. C'est un bon film, vraiment. C'est un film qui souffre des problèmes que j'ai avec la quasi-totalité des biopics que je regarde, en fait, je vous cache pas. Parce que dans la plupart des cas, on a 2 solutions. Soit on essaye de rester vraiment fidèle à ce qui est dit, et dans ce qui est dit dans une autobiographie, ou une biographie tout court, hein, pas forcément auto, il y a toujours des moments de battement qui gênent un peu le rythme pour moi, parce qu'une vie, c'est pas toujours palpitant à suivre, une histoire véritable, c'est toujours palpitant à suivre, il y a des moments où ça se relâche et où c'est pas, où le rythme n'est pas aussi fort, ou bien on romance ça à mort et on sent le côté un peu faussé, assez faux de comment on veut dépeindre la chose. Et je pense que ça rentre plus dans cette deuxième catégorie. On romance un petit peu trop certains points sur les flashbacks je sais plus comment elle s'appelle, l'auteur. Ce qui fait que, je sais pas, j'ai du mal à être 100% dedans. En fait, je trouve qu'il y a un côté un petit peu manipulation qui gâche le fait que c'est une histoire vraie. Mais ça reste un bon film. J'ai mis à peu près la même note que vous, hein, j'ai mis 14 sur 20, donc je ne considère pas une seule seconde que c'est un mauvais film. C'est juste que ça souffre des problèmes que j'ai avec la quasi-totalité biopic. J'arrive pas à être totalement pris dedans à cause de ce genre de choses. Après, nous avons donc la grande saga des Pirates des Caraïbes, dont aucun film n'a eu plus de 200 votes, une fois de plus. Je pige pas, c'est pas grave, c'est pas grave. Et donc, notre première trilogie qui est adorée par beaucoup de gens. Hein, tous plus de 15, hein. Le premier est le mieux noté, mais le troisième est adoré, et le deuxième un petit peu moins, mais quand même plus de 15, hein, c'est bien. Et ouais, je me suis déjà étendu là-dessus. Le premier, j'adore ce film, c'est un de mes Disney live action préférés, hein, si j'arrivais à les situer, je pense, facilement. Le deuxième, j'aime beaucoup, mais c'est entaché par le fait que le troisième gâche ce que le deuxième mettait en place. Ce qui fait que j'arrive pas à adorer ce film autant que Hugo par exemple, hein. Il vous met ses petits commentaires lui aussi. J'ai déjà donné mon avis là-dessus, même si j'avoue que c'était pas de la façon la plus à droite possible. Donc très vite, il y a un aspect très tout ça pour ça qui se ressent dans Pirates des Caraïbes 3, où on met en place des tonnes de choses importantes
pour les jarter à la fin et leur donner une signification très moindre, beaucoup trop moindre pour être satisfaisant. La pieuvre géante, le kraken, jarté comme une merde entre deux plans. Il y a tout le délire de recruter les pirates, à la fin ils se barrent et c'est vraiment notre équipe principale qui s'en charge. Calypso, on fait tout un délire sur son sacrifice, et ben c'est juste c'est un typhon pour faire le décor. Ce genre de choses, je suis désolé, mais ça me gêne horriblement. Je trouve pas que ce soit de la très grande écriture, personnellement. Et étant donné que je n'arrive pas à entrer dans cette espèce d'interprétation qu'ont les gens d'une représentation de la magie contre la platitude de ceux qui veulent l'étouffer, la magie, je ne ressens pas ça dans le conflit qu'on met en place, personnellement, tant mieux si c'est comme ça que vous l'interprétez. Étant donné que je ne ressens pas la force psychologique, la force sémantique derrière, si j'ose dire, tout ce que j'ai, moi, c'est une histoire qui gâche énormément des choses qu'elle met en place. Et j'arrive pas à accrocher à fond. Cela étant, je vais pas non plus dire que c'est un film affreux ou quoi que ce soit. En fait, j'ai même été peut-être un petit peu trop méchant la première fois que j'en ai parlé de ce film parce que, ouais, j'apprécie la fin. Le combat de fin était cool, et les effets spéciaux sont bien. Et honnêtement, la conclusion autour de Will et Elizabeth, c'était très joli. Très joli, vraiment. Ça laisse sur un dernier mot de fin qui vous donne quand même l'impression que ça valait quelque chose. Ça partait quelque part qui avait une signification, quoi. Donc, je peux comprendre ça. J'étais un peu pris là-dedans. Cette fin, la conclusion vers laquelle on partait sur nos deux personnages, nos trois personnages centraux, j'ai envie de dire, même Jack, il avait une conclusion acceptable, même s'il commençait un tout petit peu à entrer dans le problème que j'avais autour de Johnny Depp. Mais je vais en parler un petit peu plus pour Pirates des Caraïbes 4 et Pirates des Caraïbes 5. Vous les avez moins aimés, ceux-là. Surtout Pirates des Caraïbes 5. Wouh! Pas été bien vu, hein. Après pas mal de critiques très vilipendantes sur ce film, c'est compréhensible. Alors, Pirates des Caraïbes 4, je le redis, c'est passé sans plus. J'avais des idées qui n'étaient pas mauvaises là-dedans, mais au bout du compte, c'était assez plat et assez peu mémorable ce film, pour moi. Mais c'est pas comme s'il était affligeant non plus dans son récit. J'ai vu largement pire, donc voilà, comme distraction d'un moment, ça passait. Pas grand chose à dire. Mais on tombait vraiment dans ce moment, quoi, qui a été vraiment instigé par le troisième opus, où j'en avais ras le cul du gimmick de Johnny Depp. Johnny Depp, en particulier avec Jack Sparrow, mais pas seulement avec Jack Sparrow, plus ça va, plus il met en avant cette espèce de comportement space, je suis ailleurs, hein, je suis tellement à part, regardez-moi, que je peux plus le blairer à le voir faire ça. Vraiment, il y a toujours ça, il y a toujours le même type d'expression, le même type de comportement qu'on retrouve dans la quasi-totalité de ses rôles dernièrement, ce qui fait que je peux plus le blairer. Et je pense que ça a fini par se casser avec Pirates des Caraïbes 3, et ça s'est pas mal dégradé au fur et à mesure des films que j'ai vus avec lui. Hein. Je peux tellement plus l'apprécier. Son rôle rapide dans Into the Woods, parce qu'il a un rôle presque tertiaire, mais c'était Johnny Depp qui faisait son délire de Johnny Depp. Dans Alice au Pays des Merveilles, Johnny Depp qui fait son délire de Johnny Depp. Dans Lone Ranger, en partie ça. C'est toujours ça. Je peux plus blairer Johnny Depp. Vraiment. Alors que, fut un temps, j'adorais cet acteur, hein, comprenez-moi bien. Fut un temps, déjà, il n'était pas totalement dans ce gimmick de merde, je suis à le préciser, il n'était pas toujours dans ce gimmick-là. Hein, j'ai l'impression que c'est un petit peu les films Pirates des Caraïbes qui ont malheureusement l'ont rangé là-dedans. Et ouais, maintenant, je peux plus trop le saquer. Dans le cinquième film, c'était l'apothéose de ce genre-là. Hein. On sentait tellement que le cinquième film, parce que j'ai fini par le voir au passage, hein, j'avais dit que je le verrais pas, mais réunion de famille, on se l'a regardé ensemble et c'était chiant. Ce film était chiant.
Je veux dire, je préfère très largement Pirates des Caraïbes 3 en dépit de tout ce que j'ai à redire dessus, parce qu'au moins il y a énormément de choses à dire dessus. C'est un film qui n'est pas inintéressant à analyser, à voir, à traiter en termes de récit. Pirates des Caraïbes 5, je le trouve chiant. C'est du réchauffer des formules qui marchaient avant, on force. Tous ces personnages à revenir comme une mauvaise fanfic. Ah, faut remettre Will et Elizabeth ensemble. Ah, on nous remontre à la fin, je m'en fous du spoiler, David Jones, parce que les gens adorent David Jones. On fait en sorte que deux des enfants de nos personnages qu'on connaît bien finissent ensemble et aient un rôle important. Ce genre de conneries, c'est tellement de la fanfic dans les idées. Et ça fait tellement du réchauffé pour agripper le public avec la formule qui marche bien, les mêmes ficelles qui marchent bien, que putain, c'était désagréable à regarder à cet égard-là. J'ai vraiment pas aimé Pirates des Caraïbes 5. Voilà ce que j'aurais pu dire si j'avais fait un avis à tiède dessus. Sinon, ouais, en tant que personne qui a apprécié la fin de Pirates des Caraïbes 3 et ce qu'elle signifiait, je reconnais aussi que c'est très insultant. La façon dont on traite la relation Will et Elizabeth et le sacrifice qu'il a fait, Will, ce que ça représentait, ça, on peut pas s'en défaire comme ça, ou alors faut trouver une bonne excuse, pas la merde qu'ils nous ont fait dans ce film, c'est ridicule, et oui, le retour de David Jones, c'est bon, il a fini David Jones, il a fait tout son arc, c'est du fanservice de merde pourri, c'est ça la fin du film, c'est débile et ridicule, c'est tout, c'est tout. Et ouais, j'ai pas aimé quoi. Hein, facilement le pire, comme beaucoup le disent, je suis d'accord avec vous, hein, largement pire. La trilogie Narnia. Alors, bon, un nombre de votes qui baisse vraiment au fur et à mesure. Hein, le troisième, vous en avez rien à foutre. Techniquement, il n'a pas été fait par Disney à sa sortie, c'est compliqué, mais c'est quand même partie d'une trilogie, donc je compte. En toute sincérité, j'ai vu ces films, les trois, j'en ai pas gardé un souvenir énorme. Hein. Vous m'excuserez, je suis désolé, mais je n'ai pas gardé un souvenir énorme. Apparemment, c'est un peu pareil pour Hugo. Il a un avis un peu plus tranché que moi, mais quand même, c'est pas non plus les films extraordinaires pour lui. Et voilà, les deux premiers films, ça allait. C'était pas mal. Le dernier était moyen acceptable. Ouais, j'ai aucun souvenir de ces trucs-là. Le concept, vaguement, et en dehors de ça, j'ai aucun souvenir. Je trouve pas les personnages marquants. L'univers est un peu sympathique, visuellement parlant, mais c'est pas non plus le plus extravagant qui soit, le plus mémorable. Ouais, une fois le concept passé, on se retrouve avec des petits films d'aventure fantastiques qui font le café à regarder un moment, mais en tout cas, pour moi, qui reste pas en tête. Hein. Et j'essaye de me rappeler de ce qui me reste en tête, et à part quelques petits moments d'action ci et là, certains jeux d'acteurs qui sont pas fameux, c'est parce que je trouve pas que les acteurs principaux soient si géniaux que ça, et le passage avec le Père Noël, je sais même plus si c'est dans le premier ou dans le deuxième film, hein, c'est vous dire à quel point, le passage avec le Père Noël qui m'a fait délirer tellement c'était... Le Père Noël existe dans cet univers. Et c'est pas un univers fictif qui s'imagine dans leur tête, hein, c'est un vrai univers techniquement magique qui existe. Logiquement, on est d'accord, hein, il me semble que c'est ça. C'est un univers magique qui existe réellement. Le Père Noël existe, quoi. Oui, mon cul, ouais, si tu veux. Ouais, il vient leur apporter des cadeaux, des armes, et des cadeaux pour vous les enfants, des armes pour vous battre. C'était tellement... Wouh. En dehors de ça, j'ai aucun souvenir de ces films. À part les bases, donc j'ai pas énormément de choses à dire, je suis désolé. Après, nous avons la duologie, si on peut dire ça, Benjamin Gates. Alors, je vais pas être du même avis qu'Hugo ce coup-ci, parce que j'ai largement préféré le premier au second. Enfin, largement, c'est une façon de parler. Le premier est un bon film bien sympa, avec l'aventure, les bons développements, la façon dont on gère les méchants à la fin, j'ai trouvé ça intéressant. Très intéressant, hein. J'ai pas aussi, ça pète pas autant qu'on le croirait, mais ça reste plutôt malin. Il y a vraiment un jeu d'esprit qui se met en place qui m'a bien plu.
là-dedans, et ce jeu de piste avec des recherches et tout, c'était palpitant à suivre. Il n'y avait rien qui m'a transcendé énormément, mais c'était suffisamment marquant. Les personnages étaient vraiment mémorables, avaient leur caractère bien à eux, qui passait bien dans notre trio principal. J'adore notre trio principal. C'était assez frais et vraiment sympathique. Vraiment sympathique, hein, un des meilleurs rôles de Nicolas Cage en ce qui me concerne. Le deuxième film, il était correct. C'était une reprise du premier. On donne même pas d'excuses à pourquoi nos personnages qui sont censés être riches comme Crésus presque à la fin du premier film sont retournés à la case départ. Et après, on reprend un peu les mêmes, on recommence. Je dis pas qu'il y a rien de bien. Le méchant, en soi, il est traité un peu différemment et j'apprécie la façon dont on le termine. Dont on termine une fois de plus. Et j'aime bien la façon dont on finit les méchants. La diatribe entre les parents de Benjamin Gates, c'est un peu drôle de temps en temps, mais en dehors de ça, on réchauffait le même principe, la même intrigue que dans le premier film, mais c'était moins fin, un peu moins fin pour moi. Ça se suivait, mais c'était moins fin, en ce qui me concerne. Mais oui, c'est deux films qui valent le coup, hein, surtout le premier pour moi. Ensuite, nous avons la duologie Tron. Je n'ai rien à dire dessus. Presque rien à dire. J'ai essayé de voir le premier film. Je n'adhère pas. J'entre vraiment pas dans cet univers et dans le ton. Je peux pas. Je peux pas. L'univers et le ton me passent par-dessus la tête. Et même dans Kingdom Hearts 2, où t'es un peu obligé d'avoir cet univers Tron, je vous cache pas que c'est l'univers qui me laisse le moins de marque. Je devrais être pris dans cette espèce d'ambiance un peu informatique. On essaye de rendre ça très carré, très virtuel, typique, mais je sais pas, il y a un truc qui fait que je n'adhère pas. Et je saurais pas dire, hein, à part le fait que les personnages, en termes de caractère, de personnalité, me marquent pas, et que les aventures, je sais pas, il y a rien il y a aucune étincelle qui me donne envie de poursuivre ça. Ce qui fait que Tron, j'ai regardé la moitié, et au bout d'un moment, je me suis endormi devant. Mais vraiment, hein, je me suis endormi devant. Je me suis réveillé 2 heures plus tard. Ah oui, merde, j'étais en train de regarder Tron. J'ai pas essayé de le revoir après coup parce que. Non, ça ne me parle pas. Et Tron, l'héritage, j'ai même pas essayé. Donc. Voilà. Désolé pour les fans une fois de plus, mais c'est clairement pas le genre de film qui me parle. Et vu le nombre de votes, ça vous parle pas énormément à vous non plus. Hein. Je sais que plus on avance, moins ça intéresse les gens, mais quand même, moins de 100 votes, même pour le premier. Vraiment pas des films qui vous ont grandement marqué, la plupart des gens. Apparemment, on est dans le même panier. Ok, on est d'accord là-dessus. Après, nous avons toute la série des films Chéri G. Même pas, hein, Chéri, virgule. Hein. Ça change pour le troisième opus. Alors, c'est clair et net que si on a retenu ce film, c'était clairement pour le premier opus. Hein. La saga Chéri, c'est clairement pas pour les films 2 et 3 qu'on s'en souvient. Et le premier film est sympathique. Je dirais clairement pas qualifier ça dans les plus grands films qui soient, mais ouais, je le situe à la même note que vous, 13 pour moi. Un bon petit film d'aventure, où on a des enfants de voisins qui apprennent un petit peu à se connaître et à se lier entre eux avec une aventure forcée qui leur tombe dessus hein, lorsqu'ils se font rétrécir. La façon de dépeindre ce monde du tout petit lorsqu'on est à cette échelle, c'est plutôt fort. Après, les personnages en soi sont pas ultra marquants. Suffisamment sympathiques mais pas ultra marquants et la résolution un peu facile. C'est pas ce que j'appellerais un des plus grands films qui soit, mais un bon film sympathique qui vaut le coup d'œil au moins une fois. Les deux suites, non, hein, pas trop. Par contre, je les ai vus. Donc je peux en parler malheureusement. Chérie, j'ai agrandi le bébé. Non. Beaucoup trop ridicule. Alors, je salue le travail qui a été fait pour essayer de rendre un bébé à cette échelle-là et de rendre ça visuellement fluide, parce que il y a un travail qui a été fait qui est assez dingue, hein, j'avoue. Mais en dehors de ça, c'est un bébé qui devient grand, donc tous ses caprices deviennent de plus en plus difficiles à gérer, et on suit un bébé qui fait ses caprices et qui devient gros, quoi. C'est ça le truc. Si vous trouvez ça drôle, tant mieux pour vous, moi je trouve ça chiant. C'est tout, je trouve ça chiant.
nos personnages, on essaie de les reprendre un petit peu, mais punaise, c'est désagréable. C'est vraiment désagréable dans le concept et ça m'a fait soupirer tout du long. J'ai préféré la suite suivante, Chérie, nous avons été rétrécis, qui est moyenne. C'est-à-dire que ça se regarde sans plus. Ce coup-ci, c'est pas les enfants, mais les parents qui sont rétrécis. Ça n'a pas beaucoup fait parler de lui, ce film, hein. Je comprends très bien pourquoi. C'est vraiment un film qui est tombé facilement dans l'oubli et ouais, pour ce que ça vaut, il y avait suffisamment de moments un peu drôles, acceptables qui passaient autour de nos personnages, de comment ils vivent ça. C'était suffisamment acceptable dans la représentation de l'intrigue pour m'accrocher un tout petit peu et rendre ce film à 10,5 pour moi. Mais bref, pas non plus sans sas, hein, ça vaut pas le premier, c'est évident. Les films Coccinelle, alors je les ai tous vus, à mes souvenirs, seulement à mes souvenirs, je ne me souviens vraiment des détails que de 2 d'entre eux. Hein. J'ai vu tous les films sauf le dernier de 2005, il m'a jamais vraiment attiré celui-là, mais ouais, j'ai regardé ces films autour donc d'une voiture consciente qui participe à des courses avec des tonnes d'hilarité qui s'ensuivent, tout ça, et en toute sincérité, c'était très fun, plus pour les personnages à côté et comment ils réagissent à cette voiture que pour la voiture en elle-même. C'est vraiment la réaction des personnages qui rend ça bien et pas mal de dialogue autour de nos personnages, plutôt que pour les courses en elles-mêmes qui sont un peu ridicules, vraiment très cartoon dans l'idée. Ouais, ça fait le café, ça passe correctement, mais c'est pas ça qui fait le sel. Et pour moi, les 2 films qui ont réussi à me laisser une marque, parce que ouais, je me souviens à peine de Un Nouvel Amour de Coccinelle et La Coccinelle à Mexico, c'est donc Un Amour de Coccinelle et La Coccinelle à Monte Carlo. Le premier, en grande partie pour David Tomlinson, qui fait un méchant assez savoureux à suivre, j'avoue. Il a un duo aussi avec son homme de main qui passe très bien. J'avoue qu'il est très marrant dans de nombreuses scènes. Et le suivant, donc La Coccinelle à Monte Carlo, pour l'idée autour du fait qu'il y ait une autre coccinelle, enfin une autre voiture vivante féminine, parce que Choupette est un mec, même si en français ça fait bizarre, parce qu'on appelle Choupette la voiture alors que c'est un nom très féminin, mais c'est un mec, Choupette, c'est une voiture mâle, car savons-le, messieurs, dames. Donc voilà, c'est assez délirant, et la façon dont il y a une relation qui se noue entre les 2 chauffeurs en même temps que 2 voitures. J'avoue que ça m'a fait assez délirer. C'était assez drôle, la plupart de ces relations-là. Ouais, c'est très drôle à cet égard-là. Et sinon, j'ai pas un souvenir énorme, comme j'ai dit. J'ai aussi vu le film avec le téléfilm avec Bruce Campbell, qui était cool. Mais en dehors de ça, j'ai pas un souvenir ultra marquant de ces films, malheureusement, même si, de ce que je m'en souviens, c'était très sympathique. Et on termine par la double trilogie Disney Channel, en commençant par High School Musical, une trilogie que j'aime bien. Pour moi, j'ai beaucoup de mal à les discerner vraiment. Je pense que le plus faible, ça doit être le 2e film, où il y a des enjeux un peu moindres qui se mettent en place, et c'est pas les chansons les plus mémorables. Personnellement, je me souviens plus des chansons du 1er et du 3e film, même si elles sont sympas. Ah oui, elles sont sympas, et j'aime beaucoup une partie de la mise en scène là-dedans. C'est vraiment des films qui ont vraiment leur ambiance, une fois de plus, ado légère, mais avec suffisamment de mise en scène sympatoche pour valoir quelque chose. Je pense que le côté comédie musicale aide beaucoup. Ça aide beaucoup à cimenter ça, mais aussi la façon dont on dépeint la vie lycéenne de façon très romancée, parce que c'est clair que ça se passe pas comme ça, en tout cas pas dans la plupart des lycées. La façon dont on essaye quand même de rattacher un tout petit peu ça au réel et de rendre nos personnages un peu complexés par une sorte de dilemme sur les choix qui les pousseront plus tard dans la vie. J'aime bien, j'aime sincèrement. On a des personnalités suffisamment attachantes pour valoir quelque chose. Ce sont des films sympathiques à regarder. Pas les plus grands qui soient, clairement pas. Et je pourrais pointer dans chaque film un moment où c'est un petit peu trop grossier, la façon dont on développe les événements.
dans le premier film, lorsqu'on essaye de forcer un petit peu ce moment où notre couple central se sépare. Pareil dans le second, ça fait un peu redite à ce niveau-là, je vous cache pas. Ce genre de choses, c'est un peu gênant, ça aide pas à l'immersion, mais globalement, il y a suffisamment de bonne volonté derrière et de personnalité dans ces films pour que ça mérite le coup d'œil pour moi. C'est des films sympathiques, pas le plus grand qui soit, mais des films sympathiques. Alors Hugo a fait son petit commentaire là-dessus, il n'a vu que les deux premiers, donc il commente les deux premiers là-dessus. Je trouve, contrairement à lui, que le deuxième est un petit peu plus faible que le premier, mais pas beaucoup, pas beaucoup. S'ensuit donc, pour terminer, la trilogie Descendants, que j'ai goulûment critiqué en cinéphile, vous devez savoir ce que j'en pense. Et ouais, vous n'êtes pas fan, mais j'espère que ceux qui ont voté sont vraiment des gens qui ont pris la peine de se faire une idée de ce qu'était le film et ils ne sont pas juste reposés sur ce que j'ai dit. Parce que, je vais le redire de façon claire, même si je n'apprécie pas énormément les deux premiers films, je respecte ce qu'ils essayaient de dépeindre, cette façon d'essayer de faire avancer les choses en renouant deux peuples entre eux, petit à petit, pas par pas, où ça doit se faire vraiment étape par étape. On peut pas expédier ça. Et en dépit des mises en scène grossières, des personnages beaucoup trop ridicules dans leurs réactions, leur personnalité par moments, et pas mal de trucs ridicules, et la façon dont ça chie sur la cohérence de l'univers que ça met en place, parce que ça essaye de nous dire que mais c'est les univers Disney que vous connaissez bien avec les films animés, en n'ayant absolument aucune idée de comment mettre en place une cohérence un tant soit peu solide. Ça me gonfle pas mal, mais en dépit de ça, il y avait une bonne volonté derrière qui a été totalement ruinée par le troisième film. Je suis désolé. Le troisième film chie totalement sur ce que ça a essayé de faire et ça m'irrite énormément. Je me suis penché là-dessus, donc voilà, vous savez déjà ce que j'en pense. Dommage, ça aurait pu être cool si on avait été plus rigoureux dans la façon de dépeindre les personnages et surtout l'univers. Et je pense que c'est ça le problème, parce que c'est les mêmes créateurs que les films High School Musical, de ce que j'en sais. Et High School Musical, ça se situait dans un univers assez terre-à-terre, assez simple, où on n'avait pas d'univers préétabli avant, sur lequel on pouvait chier, vous voyez. Alors que c'est totalement le cas pour Descendants, quoi. Et ils se sont pas gênés de chier maladroitement dessus, c'est sûr, ils se sont pas privés. Donc, ouais, c'est très très décevant, alors que ça pouvait promettre un truc que j'aimerais pas, mais que je respecterais si ça s'en était tenu à ce que les deux premiers films avaient entamé. Malheureusement non. On a terminé cette longue liste. Avant de conclure, un petit retour sur les top flop 5 de cette liste de films. En commençant par ceux qui ont été le moins votés et ceux qui ont été le plus votés. Comme je l'ai dit, c'est assez surprenant parce que j'ai vraiment un sentiment qu'il y a genre une soixantaine, 70 personnes qui sont contentées de voter pour les 10-15 premiers de la première liste et qui se sont dit merde, j'en peux plus, j'arrête, je vote pour plus rien parce que c'est super bizarre, ça ne devrait pas être cette liste là. Il n'y a pas de grande logique. Alors autant il était une fois en numéro 1, je veux bien accepter, mais Rasta Rocket, Peter Elliott le Dragon et 20 000 lieues sous les mers, c'est clairement pas les films dont on parle le plus, quoi. Qui veut la peau de Roger Rabbit aussi, là c'est compréhensible, je peux comprendre qu'il soit beaucoup voté, il est très connu, mais voilà, si Rasta Rocket, Peter Elliott le Dragon et 20 000 lieues sous les mers, ça, les plus votés, ceux qui ont plus de votes, ça, c'est pas logique, c'est vraiment pas logique, pour moi. Enfin bref, en flop 5 du nombre de votes, nous avons donc le troisième film Chéri, Tron l'héritage, pas le premier que j'aurais vu, mais bon, La Coccinelle à Mexico, il n'y a qu'un seul film Coccinelle, je m'attendais presque à pire, Into the Wood et Sky High ex aequo. Ouais. Honnêtement, c'est pas des films dont on parle beaucoup, donc là c'est un peu logique pour ça. Tron l'héritage, j'aurais quand même pas vu là-dedans, quoi, on en parlait un petit peu. Et le top flop 5 notes pour finir. En top 5, nous avons donc Qui veut la peau de Roger Rabbit en premier.
C'est pas le plus étonnant. Je peux comprendre vraiment l'attrait particulier qu'on voit dans ce film, vraiment. Je trouve ça excessif, mais je peux saisir d'où ça vient. Il y a la trilogie originale Pirates des Caraïbes qui occupe la plupart des palaces, et Mary Poppins, premier du nom. C'est pas étonnant, c'est assez évident, je l'avais vu venir, hein, un truc comme ça. J'aurais mis ce top 5 là personnellement en prévision, avec peut-être un changement de place un peu différent. Et pour terminer le flop 5, donc la pire note c'est Descendants 3. Ça fait plaisir, hein, je suis pas le seul. Après Pirates des Caraïbes 5, voici détesté par les gens et je vois d'où ça vient. Vraiment, je vois d'où ça vient. Inspecteur Gadget, le film, très mauvaise adaptation. Et ensuite, en ex-aequo, Le Manoir Hanté et les 999 fantômes et les Sundance 2. Et je trouve qu'aucun de ces deux-là mérite d'être dans la quatrième place ex-aequo. Il y a pire dans la liste. Mais le top 3, je le saisis parfaitement. Donc voilà qui conclut ce retour, tous les résultats de ces sondages. J'espère que ça vous aura plu. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un autre sondage qui j'espère sera un peu plus court. A très bientôt, bye.